Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va étudier aujourd'hui le graphe 7 et plus particulièrement la structure en haut. Pour étudier celle-ci, je vous propose de le faire en deux étapes. La première un peu plus théorique où je viens vous expliquer comment on construit graphiquement un graphe 7 avec structure en haut. Et puis la seconde un peu plus ludique où on mettra en application la théorie vue précédemment autour d'une animation représentant un process industriel de tri de pièces. Pour rappel, le graphe 7 est un langage graphique qui va alterner étapes et transitions. Une vidéo a déjà été dédiée à la structure linéaire, structure ne proposant qu'une seule voie de cheminement. Cette fois, nous allons voir la structure en haut et découvrir que plusieurs voies de cheminement sont possibles. Le graphe 7 étant une représentation graphique, la structure en haut aura une représentation particulière. Vous allez voir que c'est très simple. Il s'agira de dessiner un grand trait horizontal duquel partiront en aval les différentes voies de cheminement proposées. Comme précédemment, les lois du graphe 7 seront ici respectées, c'est pourquoi il sera impératif de s'astreindre à une alternance étape et transition. Le passage d'un cheminement unique à plusieurs voies de cheminement s'appellera la divergence en haut. Quant au passage de plusieurs voies de cheminement à un cheminement unique, symbolisant la sortie de ma fonction en haut, elle s'appellera la convergence en haut. Comme vous l'avez compris, la structure en haut est graphiquement simple à réaliser, puisqu'un simple trait horizontal représentera l'entrée dans ma fonction haut, donc ma divergence en haut, et qu'un second trait horizontal de même type représentera la sortie de ma fonction OU, et donc ma convergence en OU. Attention, dans la fonction OU, toutes les branches ne doivent pas être exécutées. En effet, il faudra faire très attention à l'écriture de mes réceptivités d'entrée, car dans le cadre de réceptivité ou de conditions mal gérées, plusieurs étapes de cette fonction OU pourraient accidentellement devenir actives simultanément, et les actions en lien avec les étapes actives pourraient alors s'exécuter d'une manière qui semblerait incohérente, et qui pour autant ne sera liée qu'à une erreur d'écriture des réceptivités lors de ma programmation. Remarquez qu'en aval de ma divergence en OU, chaque branche commencera par sa propre réceptivité. Il sera donc interdit d'écrire qu'une unique transition puisse activer toutes les branches du OU. Ce sera également le cas en amont de la convergence en OU. Ici, chaque branche se terminera par sa propre transition, et il sera donc interdit qu'une unique transition puisse activer l'étape suivante à la fonction OU. Autre subtilité de cette fonction, il vous sera possible d'activer les étapes 2 et 4 simultanément. Néanmoins, ça vous poserait de graves problèmes dans la gestion de votre graphe 7. Il sera donc très déconseillé d'activer simultanément plusieurs étapes à l'intérieur de votre fonction OU. C'est pourquoi il va vous falloir beaucoup de soin pour écrire vos réceptivités, et faire en sorte que celle-ci ne soit pas vraie en même temps. Alors je vous ai à peu près tout dit sur la structure du graphe 7 en OU. On va maintenant passer à l'exemple pratique. Imaginons qu'on ait un process industriel de triage de pièces, que l'on reçoive via un tapis roulant des pièces rondes ou carrées de manière aléatoire, et que mon process ait pour but de stocker dans la zone A les pièces carrées et stocker dans la zone B les pièces rondes. Mon process résiderait en un déplacement différent des pièces rondes ou des pièces carrées afin de pouvoir les stocker dans des zones distinctes. Pour effectuer des déplacements différents avec des actionneurs pneumatiques, nous pourrions utiliser une solution que l'on trouve très fréquemment en industrie qui consiste à relier dos à dos deux vérins pneumatiques. De cette manière, je pourrais obtenir trois distances de déplacement distinctes, une première en sortant la tige uniquement de mon premier vérin, une seconde en sortant la tige uniquement de mon second vérin, une troisième en sortant la tige de mes deux vérins. Comme vous le voyez dans l'animation, trois distances seront ainsi accessibles. Autre solution rencontrée également en industrie, qui consiste en la mise en translation d'un premier vérin sur un support coulissant, permettant ainsi d'obtenir trois distances distinctes comme vu sur l'animation. Alors lors de ce process, j'ai décidé de prendre la première solution, et vous ai présenté donc la solution avec les vérins dos à dos. Je vous propose ici un graphe 7 de programmation permettant de faire tourner ce process. Alors comme vous le voyez, nous avons tout d'abord l'étape 0, étape d'attente, puis si les conditions initiales de démarrage sont présentes et qu'un opérateur appuie sur le bouton poussoir marche, alors je désactiverai l'étape 0 et activerai l'étape 1, ce qui aura pour effet d'activer l'action en lien avec cette étape, et donc la mise en marche du tapis roulant permettant l'apport des pièces à trier. L'alimentation du moteur de ce tapis sera donc faite par le contacteur moteur KM1. Remarquez également que cette étape numéro 1 aura pour effet de réinitialiser mon compteur. En effet, à chaque fois que cette étape sera active, la variable C de mon compteur sera remise à 0. Pour continuer l'évolution de mon graphe 7, j'ai une divergence en OU qui se propose à moi, et trois voies de cheminement me sont accessibles. Une voie permettant de trier les pièces rondes, une voie pour les pièces carrées, et une dernière voie gérant le tapis d'apport de pièces lorsqu'il est vide.
Cette dernière voie nous permettra aussi de vérifier si les zones de stockage des pièces ne sont pas pleines. C'est la partie de la réceptivité capteur S11 au capteur S12 actif qui permettra d'effectuer cette vérification. Et bien évidemment, vous n'aurez pas manqué de voir que les variables utilisées dans ce bout de réceptivité, c'est-à-dire capteur S11 et capteur S12, avaient déjà été utilisées sur la voie de traitement des pièces rondes et sur la voie de traitement des pièces carrées. Remarquez ici que chaque branche a sa réceptivité propre, tant du côté de la divergence que du côté de la convergence. Alors faisons maintenant évoluer notre graph7. Une pièce carrée provenant de mon tapis roulant s'étant présentée devant les capteurs S5 et S6, les deux capteurs sont actifs. De plus, aucun des capteurs S11 et S12 exprimant espace de stockage de pièces plein n'étant actif, c'est donc la voie de gauche, la voie des pièces carrées, qui sera utilisée pour gérer ce type de pièces. L'étape précédente à l'étape 2 étant active et la réceptivité liée à la transition précédant cette étape 2 étant vraie, alors je désactiverai l'étape 1 et activerai l'étape 2. Ce qui aura pour conséquence d'activer l'action en lien avec cette étape, c'est-à-dire d'activer la commande 2YVB de mon distributeur 2V et permettre ainsi à mon énergie pneumatique de sortir la tige du vérin 2A. Cette action, une fois vérifiée avec ma réceptivité S4, je pourrai envoyer la séquence suivante, c'est-à-dire la désactivation de l'étape 2 et l'activation de l'étape 3, qui permettra d'effectuer les actions en lien, c'est-à-dire la rentrée du vérin 2A, mais aussi la sortie du vérin 3A, afin de loger la pièce carrée dans son espace de stockage. Mon tapis d'amener de pièces étant actif, c'est maintenant une pièce ronde qui se présente devant le vérin 2A, activant cette fois simplement le capteur S5. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi mon tapis d'amener de pièces est actif, tout simplement parce qu'à l'étape 1, j'ai seté la variable KM1. C'est-à-dire que j'ai enregistré cette variable durablement comme active. Je n'ai donc plus besoin de la lier à d'autres étapes pour qu'elle reste active. Ce set est indiqué par le petit s devant la variable. Bien entendu, à un moment le tapis devra s'arrêter et donc cette variable devra être resetée. C'est-à-dire que je viendrai annuler l'enregistrement d'activation précédemment effectué. Ce reset est représenté par la lettre R devant cette variable à l'étape 0. Je vais vérifier maintenant, grâce aux réceptivités S8 et S3, que les actions en lien avec l'étape 3 ont bien eu lieu. Et le cas échéant, je désactiverai l'étape 3 et activerai l'étape 4, qui me permettra d'activer l'action en lien, c'est-à-dire la rentrée du vérin 3A. Puis je viendrai vérifier la rentrée de ce vérin grâce au capteur S7 pour enfin activer l'étape 8 et désactiver l'étape 4. Cette étape 8 aura pour effet l'incrémentation de mon compteur qui viendra me renseigner sur le nombre de pièces rondes ou carrées stockées dans les espaces de stockage prévus à cet effet. Poursuivons maintenant l'évolution de notre graph7. C'est maintenant une pièce ronde qui est en attente de stockage et conformément à ce type de pièce, le capteur S5 est actif et le capteur S6 reste inactif. Les espaces de stockage n'étant pas pleins, nous allons pouvoir poursuivre notre évolution. Celle-ci passera par la désactivation de l'étape 8 et l'activation de l'étape 5, ce qui aura pour effet d'activer les actions en lien, c'est-à-dire les commandes de distributeur 2YVB et 1YVA, qui en changeant de position permettront à mon alimentation pneumatique de faire sortir les tiges de vérin 1A et 2A. Ces sorties de tiges permettront l'amener de ma pièce ronde devant son espace de stockage. Après vérification des actions en cours grâce aux capteurs S4 et S1, j'activerai l'étape 6 et désactiverai l'étape 5, permettant ainsi de rentrer les tiges de mes vérins 1A et 2A, mais aussi de sortir la tige de mon vérin 4A afin de stocker la pièce ronde dans l'espace dédié à cet effet. Après vérification de ces actions, nous viendrons désactiver l'étape 6 et activer l'étape 7 afin de rentrer le vérin 4A, puis après vérification de sa rentrée, nous viendrons désactiver l'étape 7 et activer l'étape 8. Ceci aura pour effet l'incrémentation de mon compteur, puis nous viendrons comme auparavant gérer la nouvelle pièce en place, ici à travers la voie de gauche. Alors je pense que maintenant tout le monde a compris comment on venait écrire et gérer une fonction OU au niveau d'un graph7. C'est pourquoi je vais accélérer la vidéo afin de faire défiler rapidement les prochaines pièces à venir gérer. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un système automatisé, donc finalement les mouvements sont très répétitifs. On a pu observer la voie de gauche de ma fonction OU gérant les pièces carrées et la voie de droite de cette même fonction gérant les pièces rondes. Et ces mêmes voies vont être utilisées pour gérer les différentes formes de pièces. Et ceci jusqu'à ce que 3 situations possibles se présentent. La première, que le tapis d'amener des pièces soit vide, c'est-à-dire que ni le capteur S5 ni le capteur S6 n'aient été activés durant 2 minutes. On estimera qu'au bout de 2 minutes, si aucune pièce ne s'est présentée devant ces deux capteurs, c'est que le tapis est vide. La seconde situation, c'est que la zone de stockage des pièces rondes soit pleine, et c'est le capteur S11 qui par son activité m'informera de cette situation.
Puis, troisième et dernière situation, que ma zone de stockage de pièces carrées soit pleine, et là, c'est le capteur S12 qui m'informera de cette situation. Dans les trois situations, mon grab7 me ramènera à l'étape 0, l'étape initiale, qui est ici en lien avec deux actions. La première, le reset du contacteur KM1. Alors pour rappel, ce contacteur avait été seté en étape 1, c'est-à-dire qu'on avait conservé en mémoire son activation. Il a donc continué à être actif tant qu'il n'a pas été reseté. C'est donc une des actions que nous allons faire à l'étape 0. Puis pour la seconde action, l'activation de KM2, autre contacteur, j'avais prévu qu'il soit là pour avertir l'opérateur que la machine s'était arrêtée et qu'il lui fallait soit libérer la zone de stockage pleine, soit refournir en pièces le tapis d'alimentation. Comme on peut le voir sur notre grab7, c'est le capteur S11 qui va me ramener sur l'étape 0, capteur indiquant zone de stockage de pièces rondes pleine. L'activation de cette étape entraînera l'arrêt du tapis d'amener des pièces et avertira l'opérateur que la machine a besoin de son intervention. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le grab7 en haut. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup et à très bientôt.